Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando associé Parveka. Dans quelques minutes, nous allons parler des modes alternatifs de règlement des litiges et évidemment notamment la médiation. Mais tout de suite, les brèves de la semaine avec une extension de la numérisation des bulletins de paye à l'ensemble des agents publics, une série d'ajustements pour les filières médico-sociales, catégorie A, échelle indiciaire, carrière, et un nouveau cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux, et une mise à jour de la foire aux questions sur le télétravail dans le cadre de la crise sanitaire dans la FPT. Sur les élections, bien évidemment, c'est le moment du parrainage des candidats à l'élection présidentielle, avec une instruction qui a été diffusée à cet effet, et une autre instruction sur les procurations en ligne à la suite de toute une série de réformes, et confirmation par le Conseil d'État que non, les véhicules ne peuvent pas servir de lieu d'affichage pour la propagande électorale. Le projet de loi 3DS a été adopté par l'Assemblée nationale, sauf que le texte est assez différent de ce qui a été voté par le Sénat. Or, si la commission mixte paritaire, qui va se réunir fin janvier sans doute, n'est pas conclusive, il n'est pas certain que ce texte aboutisse avant l'élection présidentielle. Donc, le gouvernement et l'Assemblée risquent d'avoir à choisir entre faire beaucoup de concessions au Sénat ou accepter que ce texte ne capote. Un texte qui est passé, lui, en revanche, c'est la fameuse loi séparatisme, respect des principes de la République, qui prévoyait notamment un contrat d'engagement républicain pour les associations subventionnées ou agréées. Eh bien, ce contrat, ce modèle, les règles, y compris d'ailleurs de retrait dans certains cas de subvention, tout ceci se trouve dans un décret du 31 décembre. La mise en danger physique ou morale des sportifs, notamment dans des cas d'emprise ou de harcèlement ou d'agression sexuelle, a donné lieu à un régime tout à fait particulier prévu par l'article L212-13 du Code du sport et qui est assez sévère. Sévérité confirmée par le théâtre de Versailles. Des simples soupçons étayés par la vraisemblance des faits suffisent, alors même qu'au pénal on n'en est qu'à l'instruction ou à la mise en examen, suffisent à ce qu'il y ait une interdiction temporaire préfectorale pour des responsables ou encadrants sportifs. Une série de décisions aussi est à noter en matière de responsabilité financière au moment où celle-ci justement s'apprête à être réformée. Ne pas mettre à jour une convention de mandat ou de séquestre ou ne pas l'appliquer peut constituer en soi une gestion de fait, de bref ou de longue main. Et la CDBF est compétente pour la responsabilité des ordonnateurs et dans ce domaine, le Conseil d'État a adopté une position assez sévère sur le fait que si un ordonnateur est poursuivi alors que le comptable, par la procédure de débet, a dû combler le déficit, il y a quand même toujours un préjudice permettant de poursuivre l'ordonnateur du point de vue de sa responsabilité financière. Sévérité également en matière d'édifices cultuels, c'est confirmatif en réalité la position du Conseil d'État. En l'espèce, des prêches haineux, rediffusés en ligne, retirés tardivement, peuvent suffire à fonder une fermeture préfectorale d'un édifice cultuel, en l'espèce une mosquée. Responsabilité police toujours, arrivée à titre expérimental des radars sonores sur certaines de nos voiries. Contrat maintenant. On a fait il y a quelques semaines un grand dossier sur la question des plastiques et notamment des plastiques à usage unique, avec un calendrier spécifique. Dans ce calendrier, l'État s'est imposé sur les plastiques à usage unique un calendrier un petit peu plus accéléré que les autres, mais avec des dérogations à venir par décret. Ce décret, il est venu justement, et les dérogations ne sont pas nombreuses. Environnement, le juge administratif est toujours un équilibre entre l'interdiction de détruire des espèces protégées ou d'altérer leur habitat et autres, et les raisons impératives d'intérêt public majeur et quelques autres cadres qui permettent de procéder à ces destructions ou dégradations des conditions de vie de ces espèces protégées. Eh bien, il y avait eu dans le passé quelques décisions qui étaient quand même très en faveur de l'acceptation de voir un intérêt public majeur pour des carrières. C'est arrivé notamment pour du marbre. Eh bien, ça a été refusé pour une autre carrière de sable cette fois-ci. Conseil d'État, 30 décembre 2021, un arrêt assez important. On attendait pour les ouvrages hydrauliques toute une série d'ajustements. Eh bien, c'est arrivé, décret du 29 décembre 2021.
Et puis on a la suite de la réforme sur la sortie ou non du statut de déchet pour les terres excavées et les sédiments, arrêté du 21 décembre, publié au journal officiel du 5 janvier, et là aussi suite de réformes s'agissant du CGE-DD. Et puis, le 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il ne fallait pas faire partir en fumée le cadre législatif en matière de cannabis et autres substances. En fait, la question était de savoir, on a un cadre législatif assez restreint en la matière et du coup une assez grande marge de manœuvre donnée à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Eh bien, cet équilibre a été validé par le Conseil constitutionnel qui n'y a pas vu d'incompétence législative. Et puis, des mini-brèves, que voici, que voilà, et que voilà. Abordons maintenant un grand dossier, médiation et mode alternatif de règlement des litiges. Il y a diverses modalités en droit public de règlement non juridictionnel des litiges, à commencer bien évidemment par la transaction, qui est possible dans certains domaines seulement, et avec certaines limites, notamment sur les domaines où l'on peut transiger, et ensuite on peut décider qu'il y a homologation ou non par le juge administratif. Avec d'ailleurs, sur la question de confidentialité, des spécificités propres au droit public qui surprennent toujours les privatistes. Plus exotique dans le monde du droit public, c'est le recours extrêmement rare en fait à l'arbitrage international. Mais voici quelques références amusantes à ce propos qui sont intervenues essentiellement en matière aéroportuaire. Plus courant, en réalité pas toujours avantageux pour les acheteurs publics, mais bon, sont les systèmes de comités consultatifs de règlement amiable des différends du code de la commande publique. Et puis, il y a des régimes de mutualisation de risques, d'indemnisation, c'est l'amiable, c'est l'amiante, etc., qui en réalité conduisent là aussi à assurer un règlement extra-juridictionnel d'immenses flots de litiges. Et puis à côté de tout ceci, il y a des tas d'intervenants. On peut avoir des négociations entre avocats conduisant ensuite à des règlements extra-juridictionnels des litiges qui peuvent passer par des transactions et même tout simplement parfois par l'acceptation en réalité d'une demande préalable en matière indemnitaire, etc. en tout ou partie. Il peut arriver que l'intervention de différents acteurs, y compris le défenseur des droits, que l'on aime ou pas voir débouler dans ces dossiers administratifs, mais que cela conduise aussi à une acceptation ou un règlement extra-juridictionnel des litiges. D'ailleurs, le régime historiquement ancien des recours administratifs préalables obligatoires, demande préalable, ou des recours gracieux ou hiérarchiques ont toujours eu pour but, en partie, d'éviter en amont certains litiges qui peuvent être évités, de part et ou d'autre. Mais à côté de tout ceci, il y a un outil évidemment qui monte en puissance, c'est la médiation. Pas au sens de la médiation sociale, pas la médiation dans les quartiers, au sens du code de justice administrative, ou plutôt en fait les médiations, car il faut distinguer. On a des médiations à l'initiative des parties, dans le cadre ou en dehors d'une procédure juridictionnelle. On a une médiation qui monte gentiment en puissance à l'initiative du juge. Et puis on a, à titre expérimental, des médiations préalables obligatoires. Le médiateur sera choisi par les parties ou sera désigné, avec leur accord, par la juridiction. Il y a différentes garanties, y compris en termes de délai, de confidentialité, sauf accord des parties. Il y a sur la confidentialité, quelques dérogations prévues par le Code de justice administrative, mais dans des cas rares et tout à fait légitimes. Et il peut en résulter une homologation par le juge, comme en transaction, ce qui présente beaucoup d'avantages. Quand un document est homologué par le juge, le comptable public ne va pas vous embêter, l'opposition il verra un brevet d'honorabilité, et quand on est sur des domaines avec une entreprise, une transaction homologuée ou une médiation homologuée sera de nature à rassurer, y compris le juge pénal dans bien des cas. Des mesures précises ont été fixées en matière de frais, de délais, etc. Non sans quelques complexités parfois d'ailleurs. Les avocats aiment ou n'aiment pas recourir aux médiations. Disons que dans un certain nombre de cas, en tout cas, j'ai pu constater que cela aidait les parties à se rapprocher et ça aidait les avocats à identifier qu'ils ne savaient pas tout et que finalement quand on va être au courant des pièces de telle partie adverse, on va être conduit à avoir vis-à-vis de son client une position plus nuancée. Ce n'est pas si rare que cela. La médiation à l'initiative des juges ou des parties progresse lentement mais sûrement. Ça décolle doucement.
Évidemment, on pourrait avoir un avenir un peu plus radieux à ces formes de règlement alternatif des litiges si on passe vers des médiations préalables obligatoires qui sont aujourd'hui expérimentées en matière de litiges de fonction publique, de litiges sociaux, dans certains ressorts territoriaux. Sauf que, évidemment, la démarche étant un peu moins volontaire, elle est abordée aussi avec moins d'envie d'aboutir à un règlement amiable, bien sûr. Et puis il y a des domaines où on ne peut pas y recourir. Alors, tout ceci reste quand même assez peu utilisé aujourd'hui, avec des taux d'échec très variables selon les domaines et selon les administrations, et il reste quand même des parts de complexité. Complexité d'abord dans la relation entre le médiateur et les avocats, ou alors parfois on n'a pas recours à des avocats, mais là on aura des problèmes parfois de confidentialité aussi. Problème technique dans les rapports entre médiation et un recours administratif préalable. Quand on va avoir ce genre de démarches, même si elles sont un peu rapides, qui peuvent prendre du temps alors qu'on a peut-être un régime d'entreprise en difficulté ou de conciliation avec les procédures de mandat ad hoc propres aux entreprises en difficulté. Limites relatives aux champs transactionnels possibles, notamment en matière de marché ou de fonction publique, etc. Sur tout ceci, quelques questions donc à Madame Dimmer, qui est maître de conférence en droit public, et à Monsieur Amaury Lenoir, qui est délégué national à la médiation pour les juridictions administratives, rattaché au secrétaire général du Conseil d'État. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Lenoir, commençons par vous. Tout d'abord, pourquoi la médiation ? Oui, alors, si vous voulez, derrière cette question de l'intérêt du développement de la médiation pour les juridictions administratives, je pense qu'il faut déjà commencer par dresser un rapide constat, celui de la judiciarisation croissante de notre société. En ce qui concerne les juridictions administratives, on est sur un phénomène de doublement de la masse contentieuse approximativement tous les 10 ans, et ce depuis une trentaine d'années, avec pour certaines juridictions une inflation à hauteur de plus 5, plus 6, plus 8% chaque année. À côté de ça, comme vous le savez, les moyens dévolus aux juridictions administratives pour assurer ces différentes missions, comme dans la sphère judiciaire dans sa globalité, n'évoluent pas significativement, en tout cas pas de manière suffisante pour pouvoir absorber ce surplus de saisines contentieuses. Donc il faut trouver des alternatives. À côté de ça, l'autre constat, il est que certaines affaires, finalement, ont peut-être intérêt à trouver une solution différemment que par le biais d'une décision de justice, une solution qui sera peut-être plus globale, plus pérenne, plus équitable, et qui pourra être trouvée plus rapidement et parfois même à moindre frais par les parties elles-mêmes. Donc derrière la médiation, il y a un phénomène, une volonté de responsabilisation et d'implication plus importante des parties dans la construction ou la recherche d'une solution aux litiges qui les concernent et qui les opposent. Donc je dirais l'intérêt du développement de la médiation pour les juridictions administratives, il est sur la forme pour diminuer le volume et la masse contentieuse qu'elle est amenée à traiter. Alors même si on n'aura pas un désengorgement des juridictions par le biais de la médiation, on aura une réduction qu'on espère le plus significative possible de la masse contentieuse par le biais des MARD et notamment de la médiation. Et sur le fond, l'idée est de changer les mentalités, changer la façon dont les parties et les acteurs du procès administratif abordent leur situation et leurs litiges pour faire en sorte qu'un certain nombre de situations puissent trouver une solution le plus en amont possible et si possible avant que le juge administratif ne soit saisi, c'est-à-dire en phase précontentieuse. Et passons à vous, madame. La médiation est-elle facilitatrice de la déjudiciarisation du contentieux administratif ? Déjudiciariser signifie ôter le contentieux au juge administratif. Cette affirmation résonne comme un faux procès fait à la médiation. En effet, le juge est aussi un acteur de la médiation. D'abord parce que ce peut être tout à fait le juge qui ordonne une médiation, qui propose une médiation aux parties. De plus, lorsque les parties entament une médiation, elles peuvent tout à fait l'arrêter pour entamer une procédure contentieuse, ou alors, si la médiation a réussi, elles peuvent faire homologuer l'accord. Le juge n'est donc pas totalement exclu de la médiation administrative. Et dans ce cadre-là, le passage à la médiation contrainte serait-elle contre-productive selon vous ? En effet, le terme médiation préalable obligatoire comporte une grosse épine, le fait de contraindre les parties à discuter. Pourtant, il faut savoir que même dans le cas d'une médiation préalable obligatoire, l'espace de liberté est préservé. Les parties vont toujours pouvoir communiquer. De plus, la médiation préalable obligatoire n'est pas une impasse procédurale. Les parties ont toujours la possibilité de l'arrêter et d'entamer, si elles le souhaitent, une procédure contentieuse.
Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci, à tous. et au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques par Lando et associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.